Oui, la réalisation qui est visiblement est très concentrée avec ce volume pour annoncer le générique. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir à la réalisation, les guerriers de l'ombre sans lesquels on ne peut parler de télévision. Augustin Echoubéi et toute son équipe. On commence un clin d'œil spécial pour vous ce soir. Mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission, le rendez-vous des idées, le RDI. Le RDI, votre émission du dimanche sur Yoliba TV News, tous les dimanches à 19 h en direct avec des invités de talent, des invités qui vous donnent des clés pour mieux décrypter l'actualité nationale, souvent aussi internationale. Le RDI, c'est le choc des idées, la force des arguments et non les arguments de la force. Ce soir, trois thèmes. Nous allons, cette information qui vient de tomber à l'international, le président américain Joe Biden, le candidat démocrate qui retire sa candidature pour la course à la Maison-Blanche, et l'information qui vient de nous parvenir. Donc, le président Joe Biden, le président des États-Unis, qui ne sera pas candidat pour la course à la Maison-Blanche, mais il n'a pas encore désigné de successeur. Deuxième thème de l'émission, le ministre, au niveau du ministère de l'Agriculture au Mali, le ministre qui est limogé. On ne connaît pas les raisons de son limogeage, qu'est-ce qui se passe, et puis c'est un visage qui n'est pas véritablement connu des Maliens. Aussitôt, on l'apprend aussi qu'il a été limogé. On verra les dessous et si dessous-là de cette affaire, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce limogeage du ministre de l'Agriculture. L'EGE, c'est l'autorité indépendante de gestion des élections et qui a rencontré les partis politiques pour parler du chronogramme électoral. On voit là le président de l'EGE, un avocat, voilà, maître Moustapha Cissé, voilà, qui convoque, qui réunit la classe politique pour parler du chronogramme électoral, même si on peut dire que pour le moment c'est un dialogue de sourds parce que les partis politiques pour tout engagement demandent la libération des camarades politiques détenus, des camarades politiques en prison. Voilà quelques visages. Youssouf Diawara du Yéléman, le président du Yéléman, on a vu PPR. Donc on va voir qu'est-ce que cela va donner concrètement dans les jours à venir. Est-ce que finalement ils vont se comprendre, et le dialogue du sourd, est-ce qu'ils vont faire la paix des braves? Une analyse dans cette émission. Et puis nous parlerons aussi de la mise sous mandat de dépôt du coordinateur général de la CEMAS, Youssouf Daba Diawara, qui est en prison. Pour le moment, on ne connaît pas les charges retenues contre lui, mais comme on a un coordinateur, un ancien, le tout premier coordinateur de la CEMAS ici, on peut même dire, sans risque de se tromper, les fondateurs ou même le fondateur de la CEMAS sur ce plateau, il nous dira s'il en sait, lui, quelque chose par rapport à cette arrestation. Donc, pour en parler, nous recevons pour vous, pour parler de ces sujets, nous recevons pour vous sur ce plateau Issa Kaoudim, bonsoir. Bonsoir, l'infatigable, le maestro, le grand journaliste de la boîte qui fait la fierté du peuple malien, même au-delà. Vraiment, monsieur Mohamed Attaher Alidou, vous êtes un grand monsieur, malgré vraiment cette humilité. Vous permettez vraiment aux Maliens d'être informés et surtout aussi la bonne information. Je suis très heureux. C'est un immense plaisir de partager. De vous recevoir ici tous les dimanches. Docteur Amadou Touré, docteur, bonsoir. Bonsoir Taïl, bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, docteur, vous êtes professeur au niveau de l'enseignement supérieur. Merci d'être là. Badou Escobar avec son légendaire sourire. Badou, bonsoir. Vous êtes un ami de Kaoudim, Issa Kaoudim. Oui, je l'admire beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il s'assume. Ok. D'accord. Badou Escobar, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Notre quatrième invité, vous voyez désormais un visage de ce plateau. J'allais dire docteur, mais il n'est pas encore docteur. Birama Traoré. Birama, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Ataya. Birama, vous êtes homme politique, aussi homme d'affaires, même si Issa me dit qu'il préfère homme d'affaires. Je ne sais pas pourquoi, mais après... Je préfère le terme chef d'entreprise, c'est encore beaucoup plus modeste. Ok, chef d'entreprise. Oui, chef d'entreprise, oui. Chef d'entreprise, c'est ce qu'on a mis d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis, je pense, sur comme titre au niveau du petit écran. Merci d'être là. Merci à vous, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être sur votre plateau, surtout avec les qualités et les personnalités avec lesquelles on débat tous les jours. Rapidement, on va survoler rapidement cette information à l'international qui vient de nous parvenir. On va commencer avec vous, Birama Traoré, le président américain Joe Biden qui retire sa candidature. Surprise? Pas vraiment. Vous avez le New York Times il y a quelques semaines de cela qui avait déjà appelé. Et suite au premier débat avec M. Trump, il y a le New York Times qui est quand même un grand média américain qui est un fervent soutien en quelque sorte des démocrates qui avait appelé. Et Joe Biden a vraiment retiré sa candidature. Vous avez un certain nombre également de démocrates, pour sauver l'apparence, qui ne voulaient pas s'exprimer publiquement, mais qui appelaient dans les coulisses à retirer sa candidature. Donc désormais, c'est chose faite. Ça permet 81 ans. Voilà. Et d'ailleurs, ça a même surpris qu'il se représente parce que je me souviens bien, il y a 4 ans de cela, et tous les observateurs, ainsi que certains leaders des démocrates, disaient qu'il avait juste pour un mandat. Parce que l'objectif pour les démocrates en son temps, c'était de trouver quelqu'un qui pouvait battre Donald Trump. Et parmi tous les démocrates, les profils et autres, c'était la seule personnalité qui était susceptible, la plus à même à battre Donald Trump, et ça a été le cas. Donc on pensait peut-être qu'il n'allait pas se représenter, mais comme vous le savez, le pouvoir a ses réalités. Mais désormais, je pense que ça permettrait au moins à son successeur de prendre son envol, et même si la course, elle est lancée. Ok, ça me rappelle, c'est juste une petite digression, le président Ouad qui disait à ses alliés politiques qu'il va se présenter, s'il se présenterait, il va juste faire un mandat parce qu'il est âgé, il a 75 ans, mais on connaît la suite. Oui, Issa Kodim, c'est juste peut-être que je fais aussi, mais oui, Issa Kodim, vous sur cette actualité-là, le président qui renonce à sa candidature. Moi, j'ai un avis différent, relativement de M. Traoré. Oui. Par rapport à ce qu'il a dit New York Times. C'est vrai que c'est un journal proche des démocrates, mais des personnalités fortes. L'ancien président Obama s'est exprimé, et puis Nancy Pelosi aussi, elle s'est exprimée. Donc c'est vraiment des personnalités fortes et incontournables vraiment dans le système politique, surtout chez les démocrates. Donc tout portait à croire que on voulait une sortie honorable pour lui. Donc je crois que la maturité politique et puis la clairvoyance a pris le dessus. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas Biden qui a battu Trump. En réalité, ce qui a battu Trump, c'est sa gestion de Covid. Quand il y a eu Covid aux États-Unis, il a minimisé, il a même dit que c'est un faux problème, il a laissé les gens sans masque et ça a fait des ravages. Ça a mis à genoux l'économie américaine. Je crois qu'il a été sanctionné par sa gestion de Covid. Bon, c'est un autre débat. Okay. Donc, pour laisser les autres introduire sur cette question, je pense que ça va permettre de donner une nouvelle dynamique aux Américains, parce que quand on regarde, Obama était quand même très jeune, quand on parle aux États-Unis, une cinquantaine d'années quand on venait au pouvoir. 47 ans. Voilà, bon, cinquantaine, c'est une expression de Molière quand même. Et donc, il y avait aussi Bill Clinton qui venait pratiquement de même tranche d'âge. Ouais. Alors, subitement, on s'est retrouvé avec des vieux requins. Donc, Biden, voilà, Biden a un certain âge, il a été 2 fois vice-président quand même sous ces messieurs-là. Donc, ensuite, il y a aussi l'autre là, le républicain, qui quand même est une effraction, parce que il vient du monde des affaires. Alors, il est venu pour défier les autres, et il est arrivé, parce que c'est un combattant, c'est un battant, il faut l'admettre. Mais sauf que aussi, que les Américains, on trouve qu'il a des relations louches avec Poutine.
alors que Poutine est en guerre quand même contre les États-Unis. Donc moi je pense que sur toutes les cartes, il ne va pas gagner. Mais seulement sa chance était que les Américains n'allaient pas accepter un président trébuchant, malade, hésitant face à Trump. Et je pense que le réalisme, pour une fois de plus, les Américains ont vu juste, c'est toujours l'intérêt des Américains. Je pense que ça, c'est extrêmement important qu'on peut retenir de cette affaire. Oui, parce qu'on allait peut-être voir une seconde confrontation. C'est comme le match retour. Il y a eu l'aller où Biden l'avait remporté. Cette fois-ci, le retour qui n'aura pas lieu, Badou Escobar. Oui, le retour n'aura pas lieu parce que Trump a trompé Joe Biden dès le premier débat. Trump a eu dessus, tout le monde a vu. L'écart était trop grand. Parce que pendant qu'ils étaient en train de débattre, Joe Biden avait des trous de mémoire quand même. Et ça a été suivi en direct sur les chaînes de télévision. Donc il fallait trouver une alternative. Donc il a rappelé, il a cité deux noms, il a marché sur ma langue. Donc des voix, au-delà de ces deux personnalités, des voix s'étaient déjà élevées pour lui dire de renoncer à sa candidature face à Donald Trump. Et vous savez aussi que par rapport à sa gestion de la crise israélienne aussi, le lobby juif aux États-Unis ne l'appréciait guère. Parce que dans la Constitution américaine, avant que le président ne prête serment, il jure de défendre Israël au péril des États-Unis. Le président jure comme ça, il jure de défendre Israël au péril des États-Unis. Apparemment, le lobby juif ne lui faisait plus confiance. Donc il y a ce facteur. Parce que, bon, par rapport à la question d'âge, quand Beïd Caïd Essebsi, qui a été président de la Tunisie, qui est décédé, il est mort étant président, il avait 95 ans. Je crois que Joe Biden était très fatigué. Il n'en pouvait plus. Il fallait le remplacer parce que quand on voit la verve de Trump, les arguments de Trump, Trump est réellement, c'est quelqu'un, quand il monte sur le ring, il ne cède jamais. Donc ça allait être le combat Foreman-Mohamed Ali. Donc Trump allait le terrasser, il allait terrasser Foreman en quelques secondes. Donc je pense que les démocrates auront la sagesse d'amener un candidat beaucoup plus jeune, beaucoup plus vigoureux, qui pourrait faire face à Trump. Vous m'excusez, Trump est une grande gueule. Donc pour pouvoir affronter Trump, il faut une autre grande gueule. Voilà. Ok, oui, docteur Amadou Touré. Sur ce point, Joe Biden retire sa candidature, c'est une leçon de démocratie. Okay. Donc, contrairement chez nous, précisément au Mali, on a les mêmes présidents des partis politiques du début à la fin, les mêmes candidatures. Il n'y a jamais un candidat qui se retire, donc c'est une leçon de démocratie. Et ça prouve à suffisance la maturité du milieu politique, surtout au niveau des États-Unis. Donc, quand on accepte de se retirer, c'est une grande humilité. D'accord, oui. On se rappelle que Hollande aussi, pour le contexte. Hein, oui, mais tous les sondages le donnaient Baba. Hollande. Oui, il avait quand même accepté. Il a pris le débat. Pas vraiment. Pas vraiment. Ah si. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il ne s'est pas représenté? Parce que lui-même, il a pris la décision. En fait, il disait que si jamais il ne parvenait pas à courber, il ne parvenait pas à inverser la courbe de l'opinion et surtout du pouvoir d'achat, notamment de l'emploi des jeunes, surtout de l'employabilité, qu'il allait renoncer à sa candidature. Mais tous les observateurs, tous les médias disaient que M. Hollande avait réussi à renverser la courbe du chômage. Donc seulement, il avait pris la décision parce qu'il a été trahi dans son propre camp par un certain nombre de proches, notamment pour certains, le Premier ministre Manuel Valls. Donc c'est pourquoi il a soutenu Macron, qui par la suite est devenu le président de la République. Okay. Mais les sondages montrent souvent, on a vu le cas de Noël Jospin. Noël Jospin a été battu à plate couture. On va en parler. D'accord. C'est juste qu'on a annoncé, peut-être que c'est un sujet à débat, peut-être qu'il a compris qu'il ne pouvait, comme Issa Dioum le disait, peut-être certainement qu'il a compris qu'il ne pouvait pas passer, il ne pouvait pas remplir pour un second mandat. Donc pour rester dans l'histoire, il a décidé de partir. Mais est-ce qu'il va encore revenir dans le jeu? Là, l'histoire nous le dira. On sait qu'il est député, tout dernièrement, là, à Corrèze, Issa Dioum. Moi, je pense qu'en réalité, la politique française en général, vous savez, la France, c'est un pays de droite. Ils n'osent pas aller trop à l'extrême droite parce qu'il y a eu quand même, qu'on le veut ou pas, la France aujourd'hui avec son poids colonial, il y a eu des pays d'origine maghrébin qui sont déjà français depuis première génération, qu'ils appellent certains de pieds noirs, voilà, etc., etc. Mais il y a aussi des Africains qui viennent du Sahara, comme du Sahel, qui ont contribué à l'essor de la France. Donc la France ne peut pas se permettre vraiment de glisser vers l'extrême droite. Et ça, c'est déjà ça. Mais la France n'est pas un pays de gauche. Il faut que les gens se souviennent. Tous ceux qui ont le pouvoir
de gauche, c'est pour sanctionner la droite. Je vais vous donner 2 exemples pour ne pas trop... Pour finir, Vous allez voir d'abord, depuis De Gaulle, quand Mitterrand est venu, après 20 ans, il cherchait à avoir le pouvoir, c'est le seul qui a eu une longévité politique de 14 ans. Et tous les restes là n'ont pas fait long feu, parce que la France est un pays de droite. Okay. Bon, c'est aussi notre débat au deuxième thème de l'émission. Au Mali, le ministère, le ménage au niveau du ministère de l'Agriculture, le ministre qui est limogé, là, il est débarqué de son poste. Qu'est-ce qu'on en sait pour le moment? Badou Escobar. Ce qu'on en sait, vous savez, en de pareilles circonstances, les autorités doivent sortir, communiquer, ne serait-ce que tenir une conférence de presse ou un point de presse. Ça n'a pas été le cas parce que nous sommes pratiquement au même niveau d'information, parce que le mardi qu'on a appris qu'il y a eu un conseil des ministres extraordinaire, parce que le mercredi était chez moi, et que Lassine Dambélé a été débarqué au même titre que le directeur général de la CMDT. Maintenant, il y a 3 versions. La première version, on dit que la Banque mondiale a fait un don de 6 milliards de francs CFA d'engrais au Mali souverain, que le ministre voulait distribuer gratuitement cet engrais et que le ministre de l'économie et des finances ne l'entendait pas de cette oreille. La deuxième version, c'est par rapport à la distribution des engrais et des pesticides. Là également, on affirme que par rapport à cette, la distribution a été très mal engagée et là, le directeur général de la CMDT était impliqué. Donc, quand on a cédé les engrais aux paysans ont revendu cet engrais aux grossistes. Et cet engrais est revenu à 27 000 francs. Et après, on a parlé d'engrais de pesticides. Là, on a dit qu'on avait ordonné au ministre et au PDG de la CMDT de ne pas distribuer ces engrais et ces pesticides aux paysans parce que ça va affecter la culture. Donc, ça va créer des problèmes. Et malgré tout, donc, ils se sont obstinés à le faire. Donc, c'est ces informations que nous avons. Mais toujours est-il que ça remet quand même en cause la crédibilité des autorités de la transition. Ça remet un tout petit peu en cause leur crédibilité parce que les Maliens gardent encore en mémoire l'affaire des engrais frélatés. Donc les Maliens pensaient que cela n'allait plus arriver. Mais s'il y a des couacs de ce genre, il y a des raisons de s'inquiéter. Et je crois que les autorités doivent sévir. Et c'est pour cette raison que je dis que très prochainement, il faut qu'ils tiennent une conférence de presse pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Sinon, pour l'opinion publique, c'est une faute très grave. Surtout une transition qui est venue pour redresser la barre. C'est pourquoi j'ai dit, au lieu de digitaliser les administrations, il faut digitaliser l'esprit du Malien lambda d'abord. Il faut qu'on digitalise l'esprit du Malien lambda pour qu'on puisse vraiment sortir de ces histoires de corruption. Et surtout que tout le monde sait, nous le savons tous, et que Nango Dambélé vient du Miankala. Et il vient de la même zone que le président de la transition, chef de l'État. Je ne vais pas rentrer dans les préjugés. Je ne peux pas dire que Nango, on lui reproche quelque chose. Lassine Dambélé, lui, vient de la zone de Barovili, vers Gwendo. Donc, Lassine Dambélé, c'est le ministre de l'Agriculture qui a été... C'est le ministre de l'Agriculture qui a été limogé. Et le directeur général de la CMDT aussi a été limogé au même moment. Okay. Donc, les deux ont été limogés ensemble. Parce qu'on a dit qu'entre eux aussi, il y avait des divergences. Mais, comme je l'ai dit, nous, on pensait que ce genre de trucs étaient derrière nous. Parce qu'on se souvient encore de l'affaire des engrais frélatés. C'est pourquoi je dis que la transition ne devrait pas se retrouver dans une situation inconfortable déjà. Et l'autre sanction, c'est par rapport au classement même du Mali. Vous savez que dans le dernier classement, le Bénin est premier producteur de coton, le Burkina est deuxième et le Mali se retrouve à la 3e place. Okay. Donc pour vous, c'est-à-dire que Issa Kaoudim, ensuite Birama et puis Amadou. J'espère que notre ami ne va pas se dire qu'aujourd'hui que son temps de parole a été... Voilà, je pense qu'il a essayé. Bon, moi, je ne partage pas. Il a trop parlé au conditionnel, aurait. C'est un style journalistique pour ne pas se créer des soucis. Sauf qu'il n'a pas la bonne information. Il n'a pas du tout. Oui, il n'a pas les bonnes informations. J'aimerais qu'il faut être prudent sur ce dossier. Hein. C'est un dossier très sensible qui a des contours vraiment mouvants. D'abord, la CMDT, sa gestion, elle est d'abord transversale. Hein. La CMDT avait ses partenaires qui étaient aussi la France, jouait un grand rôle à la CMDT. Vous avez parlé de Banque mondiale. La Banque mondiale, quand elle fait des dons, ou quelle que soit la nature, il y a des conditionnalités. Donc on ne peut pas s'élever pour distribuer ce qui appartient à la Banque mondiale. Allez vous informer. Ce n'est pas une bonne information. C'est une manière, moi je pense qu'il faut être à un moment donné, donner les vraies informations. C'est ceux qui essayent juste
de démonter davantage la transition. On peut ne pas être d'accord avec la transition, mais je pense que faire de vraies investigations, avoir les vraies informations pour charger qui de droit. Sur cette question, ce n'est pas la bonne information, mais je ne veux pas dire davantage. Maintenant, c'est vous qui le dites. Hein. Ça, oui. Chacun a sa source d'information. Moi, j'ai ma source, vous ne dites pas que ce n'est pas la bonne information. Vous avez dit aurait, puisque vous n'avez pas été affirmatif. Non, je connais le style. Vous parlez le français. Aurait ne charge pas un journaliste. Quelle position vous voulez que moi je donne? Je ne vais pas donner de position. D'être affirmatif. Bon, maintenant, on va pas polémiquer sur ça. Qu'est-ce que vous savez? Je vais y aller. Je vais y aller. Allez-y. Voilà, je vais y aller. Non, vous aurez le temps de réagir. Voilà. Ne me coupez pas la parole, vous aurez le temps de réagir. Maintenant, la deuxième chose, vous avez voulu faire le lien entre les deux, le directeur de la CMDT, bon, que l'autre voulait, parce qu'il voulait ceci, il voulait démissionner, et puis après, tout ça. Moi, je pense que, je ne vais pas polémiquer sur ça. Maintenant, ce que je sais, de sources bien introduites, cette affaire, il faut être très prudente. C'est vrai qu'il y a eu des manquements, c'est vrai que le problème ne date pas d'un trimestre. Vous avez vraiment une série de problèmes qui se sont entassés. Il y a eu aussi des dysfonctionnements. Il peut y avoir aussi autre chose que n'est pas à mon niveau. Je ne peux pas être affirmatif parce que je suis sûr qu'il y a certaines démarches qui sont en cours. Puisqu'il a parlé de conférences de presse, etc. Je ne pense pas qu'il n'y aura pas de conférence de presse, mais il y aura une communication autrement. Maintenant, ce n'est pas à moi, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, je ne suis pas avec, voilà, dans ça. Mais je me dis qu'il faut être très prudent. C'est vrai que cette question-là, là où je suis d'accord avec lui, les autorités de transition doivent montrer vraiment que leur volonté de lutter contre la corruption, leur volonté de montrer que ce qui est dit aux Maliens, la refondation, la bonne gestion, vraiment ne peut pas être vraiment, comme on appelle ça, des expressions, mais que ça doit être traduit dans les faits. Parce que si après la question énergétique, et qu'on va se trouver avec ce scandale au niveau de la CMDT et du ministère de l'Agriculture, ça va vraiment négativement nuire à la transition et même sa gestion. Donc je pense que sur cette question, on est en phase. Je pense qu'à ce niveau. Maintenant, pour terminer, juste, j'ai dit que tout le monde attend un aspect de cette question. Est-ce qu'il y aura des poursuites? Forcément, je ne suis pas habilité, mais selon les informations que j'ai, vous savez, ils ont leur façon de faire, ils ne se précipitent pas. Je ne dis pas que c'est vrai ou faux, ou bien qu'ils ont raison ou tort. C'est de telle nature de dysfonctionnement et des engrais pas ferlatés. Ça, parce que ce qui a été dit, qui a été recoupé, qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manquements graves. Donc, il faut situer les responsabilités. Elle n'est pas seulement politique. Mais je pense que laissons juste un temps raisonnable pour voir si vraiment il y a une volonté de traduire ce dossier devant la justice. Oui, Birama Traoré, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce limogeage? Est-ce qu'il y a une vraie volonté de lutter contre la délinquance financière ou une meilleure gestion de transparence dans les affaires publiques? On peut le supposer, forcément, à partir du moment où il y a un limogeage, ça sous-entend que soit il y a un manquement quelque part, comme M. Jim l'a souligné, soit où il y a eu, on a commis une faute grave, ou bien soit même sur fond de corruption quelque part. Pour l'instant, il y a un certain nombre d'éléments qui nous manquent, mais moi, le plus important ici, c'est le contexte et puis l'impact sur les agriculteurs. Ça intervient dans un contexte où M. Badoula a souligné que le Mali dégringole à la 3e place des producteurs de coton. Et c'est vrai, on entend aussi certains médias affirmer qu'il y a également ces surfonds de tensions entre le ministre de l'Agriculture et puis son homologue des Finances, parce que ces derniers auraient voulu que voilà, les engrais subventionnés par la Banque mondiale, une partie soit vendue à hauteur de 6 milliards. Mais tout ça, ce sont des affirmations. Quand un tel limogeage intervient dans un tel contexte, il aurait fallu qu'au moins le gouvernement nous éclaire sur un certain nombre d'éléments qui puissent rassurer à la fois les populations et surtout les agriculteurs. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce département, depuis des décennies,
est un département qui gangrène beaucoup de corruption. Soit c'est le détournement des fonds publics, soit c'est des achats des engrais de mauvaise qualité, soit c'est des achats de pesticides qui sont quand même graves, qui peuvent nuire sur la santé des populations. D'ailleurs, d'après en tout cas ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, il paraît qu'il y a eu de cas de décès, voilà, suite également à des mauvaises qualités des produits chimiques. Voilà, il y a tout ça là. Ça il faut prendre à bras le corps ce département et que ça ne soit plus un département où les nominations se font par récompense politique ou bien par récompense partisane ou autre. Qu'il faille mettre des hommes de qualité à la tête de ce département. Et surtout, moi, je pense qu'il faut un mécanisme de suivi rigoureux à travers l'attribution des identifiants de tous les bénéficiaires et de tous les fournisseurs. Ça se passe dans beaucoup de pays, notamment au Sénégal. Ça permet non seulement de protéger les bénéficiaires, également ça permet de mettre la pression sur les fournisseurs afin de fournir non seulement à temps, et également des qualités, des produits de bonne qualité. Mais là, nous sommes dans ce cycle de scandale d'année en année, de ministre en ministre, de régime en régime, depuis un certain nombre d'années. Je pense que du moment où la transition, les autorités de la transition se sont inscrites dans une dynamique de gestion totale de la cité, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de départements, notamment le département de l'agriculture, qu'on apporte une réponse claire qui puisse rassurer à la fois les consommateurs, les citoyens que nous sommes, mais surtout les agriculteurs. Ok, merci Birama Traoré. Oui, docteur Amadou Touré, vous, ce dossier-là, est-ce que pour vous il est politique, il est économique? Qu'est-ce que vous savez de ce dossier? Bon, pour moi, il y a deux points. Il y a le point politique et économique. Pour rappel, on se rappelle un peu de l'EDM Gate, il y a plus de 12 mois et quelques. Nous sommes avec CMDT Gate. Donc, c'est pour dire que la question de l'évaluation des politiques publiques se pose. La question des performances des membres du gouvernement s'impose. Il ne s'agit pas d'être nous-mêmes, mais il s'agit d'être performant. Donc, aussi, un mois après le voyage du président sur Sikasso, moins d'une semaine à la sortie de Amiens Guindo sur la question de la CMDT, il fallait que le gouvernement, en tant qu'une stratégie politique et une stratégie économique, connaissant bien le poids politique de la zone CMDT, ne peut que prendre des mesures. Il fallait citer les responsabilités. Et ça montre aussi que la question de la sincérité de certains membres du gouvernement vis-à-vis du président de la transition se pose, parce que on a vu le cas de l'EDM Gate pour ne pas reprendre encore. Et nous avons vu la sortie d'Amiens Guindo sur la question du CMDT et la question du poids politique de la CMDT. Par rapport à qui veut être président de la République, il faudrait maîtriser cette zone. Et le voyage du président de la transition à Sikasso, c'était pour nouer et renouer le contact avec les cotonculteurs et les promesses tenues. Il fallait, pour baisser la tension et la grogne sociale au niveau de Sikasso, surtout au niveau des cotonculteurs, citer les responsabilités. Donc, au-delà de ce remplacement du ministre de l'Agriculture et le DG de la CMDT, moi, je penserais plutôt qu'il y a une question qui s'impose, c'est-à-dire notamment l'évaluation des politiques publiques et la question de performance des membres du gouvernement. Okay. Et surtout, si la réalisation peut mettre l'article, le ministre de l'Agriculture remercié, le ministre, je vois ministre, voilà, le ministre, voilà, sur l'agriculture, le ministre de l'Agriculture remercié. C'est tellement une omission. Le ministre de l'Agriculture remercié. N'est-ce pas, Issa Kaudjeb? Oui. Maintenant, on parle aussi de cette question d'engrais, et on parle des cotonculteurs qui ne sont pas dans les conditions, qui ont aussi des impayés. Est-ce que ce n'est pas aussi là une autre affaire, un autre scandale? Bon, vous savez, j'essaie d'être très mesuré et prudent, parce qu'il s'agit de la vie des hommes, de leur dignité, mais surtout aussi, il ne peut pas se défendre. Mais en parlant, il y a des choses, souvent quand on le dit, et si on ne comprend pas le fonctionnement historique même de la CMDT, on ne peut pas comprendre grand-chose. Le premier partenaire d'investissement des caisses de stabilité de la CMDT, c'était la France. Alors, à partir du moment qu'on a tourné le dos à la France,
il fallait combler ce vide. Est-ce que cela a été fait? Donc en termes même de structuration ou de la restructuration de la CMDT, et surtout le nouveau partenaire de la CMDT, c'est qui? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire, mais de vendre. Alors que nous savons tous que nous avons des problèmes de trésorerie. Est-ce que c'est une question de dysfonctionnement? Est-ce que c'est une question aussi qu'il y a eu des manquements? Est-ce que, comme je ne m'aventure pas et qu'il y a eu vraiment de corruption, moi je pense que dans l'ensemble, il y a un problème. Ce malaise-là, il faut avoir une vision globale. Tant que vous n'avez pas un chef de gouvernement qui a une vision, qui peut bien organiser, coordonner et cadencer le rythme, il y a un problème. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, c'est qu'il n'y a pas de courant de transmission entre le ministre et le président. Parce que le Premier ministre, son rôle, c'est vraiment de veiller au bon fonctionnement et de minimiser tout ce qui peut être un problème pour le fonctionnement de l'administration, parce que c'est le chef de l'administration. Et à chaque fois, quand tu as ce genre de questions à un niveau très élevé, on a l'impression qu'il n'y a pas de chef de gouvernement. Donc, ce dysfonctionnement aujourd'hui, je pense que la transition doit mettre fin. Ou on a un vrai Premier ministre qui gère l'administration, qui contrôle l'action gouvernementale, qui veille sur le bon travail de tous les ministres, ou alors qu'il s'efface. Parce que c'est à ce niveau, quand on a parlé de politique, c'est là où les politiques interviennent. J'ai eu toujours à dire que tout Premier ministre est invisible. Et quand le Premier ministre cesse d'être invisible, c'est le président qui est visé. Je pense qu'à ce niveau, il y a ce problème. Maintenant, le dernier problème, pour ne pas trop tirer sur cette corde, je pense qu'il ne faut pas voir que contrôler la zone CMDT. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le président de transition est fort, ce n'est pas lié à la CMDT ou à la zone CMDT. C'est lié à un certain nombre d'actions qui ont été posées. Qu'on peut être d'accord ou n'est pas d'accord, c'est-à-dire que c'est de donner l'indépendance du Mali par rapport à sa défense, à sa sécurité, et de pouvoir dire non, même si cela peut souvent être apprécié autrement. Il y a certaines choses que nous, on n'est pas d'accord. Mais c'est ce qui a fait que les autorités de transition ont été vraiment, les gens ont été résilients. Maintenant, la gestion économique et la gestion gouvernementale, je crois qu'à ce niveau, il faut vraiment revoir la gestion de la transition. Ok, revoir la gestion. C'est bon, oui, la réalisation qui corrige. Hein, voilà. Le ministre de l'Agriculture est remercié. Maintenant, c'est bien. Hein, voilà. On est suivi quand même par des puristes de la langue de Molière. Notamment donc, notre ami, le ministre As Diallo, on lui fait un clin d'œil. Voilà, il nous suit de près. Voilà. Ok, allez-y, on finit avec ce dossier, on continue. On finit rapidement avec ce dossier. Kaudim est président, il veut que je sois imprudent. Ah bon? Lui, le président, il veut que je sois imprudent, il veut que je me noie. Je ne veux pas me noyer. Donc, moi, ce que j'aimerais ajouter par rapport à la question de la CMDT, il l'a dit lui-même, la CMDT, c'est une question de souveraineté depuis le début des indépendances. La compagnie malienne de développement de textile était liée à la compagnie française de développement de textile. Je peux me tromper. Ensuite, c'était la CMDT et Ron Poulek. Ron Poulek, qui est une société française. Maintenant, il y a un autre aspect. Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour connaître le secret des anges, mais à ce que je cherche, à Sikasso, la direction régionale du commerce et de la concurrence a mené une enquête. Elle a été dans une boutique. Dans cette boutique, on a retrouvé des engrais qui a été des engrais vendus par des paysans à 14 000 francs. Donc, et ils ont essayé d'acheter les mêmes engrais à 27 000. Donc ça pose problème. Ça veut dire qu'au niveau de la distribution a été très mal faite depuis le département de l'agriculture jusqu'au niveau de la CMDT. Donc le deuxième aspect est le paiement des coton-couteurs. Les coton-couteurs se sont plaints pour dire que les sous qu'on leur devait, ces sous ne sont pas tombés entre leurs mains. Au-delà de cela, le président de la transition de l'État a fait des promesses. Il a été à Koutchala. Vous savez, Koutchala, ça c'est la capitale du coton, c'est incontestable. Oui. Donc il a fait des promesses et il a réussi en audience le coton qui était ici à Bamako, à Sikasso au stade. Il a évoqué la question du coton, etc. Donc tous ces aspects se sont retrouvés. Il ne pouvait qu'agir parce que s'il n'avait pas agi de la sorte, donc ça allait remettre en cause sa propre crédibilité. C'est pourquoi il a frappé fort peut-être. Mais les informations sont contradictoires. D'aucuns disent que c'est le ministre qui a démissionné de lui-même, d'autres disent que le ministre a été débarqué. Toujours le truc. Non, c'est généralement dans le contexte malien que les ministres, généralement, ne démissionnent pas comme ça. Généralement, le plus souvent, ils sont remerciés le plus souvent. Pour terminer,
pour terminer, et je le répète encore une fois, il faut que le gouvernement communique. Parce qu'on a en mémoire l'affaire des engrais frélatés. Nous, on pensait qu'un autre scénario n'allait pas se produire. Parce que la question de l'agriculture est très sensible. Vous savez que l'État du Mali a décidé d'octroyer 15% du budget pour l'agriculture. Parce que l'agriculture, quand même, c'est un domaine sensible, c'est un domaine de souveraineté. C'est un domaine de souveraineté. Oui, pour tous les gouvernements qui sont succédés. Oui, troisième thème de l'émission, on va parler de l'âge, on va parler certainement des élections. À quand les élections? On a comme l'impression qu'on est dans une dynamique pour organiser les futures élections. Et surtout la plus grande, l'élection présidentielle. L'autorité indépendante de gestion des élections a rencontré les partis politiques. Pour le moment, c'est un dialogue de sourds. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour concilier les positions? On va justement écouter le président de l'EJ et puis quelques représentants des partis politiques à cette rencontre. Et on revient pour le décryptage. La levée lors du Conseil des ministres du 10 juillet 2024 de la mesure de suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, de notre point de vue, du point de vue de l'EJ, contribue positivement à l'apaisement du climat de paix, de sérénité et de bonnes conditions de travail. Nous avons décidé de suspendre notre participation à cette rencontre politique et à toutes les autres rencontres à venir, parce que 11 de nos camarades politiques sont injustement détenus. Nous pensons que cette rencontre surprise n'est pas de nature à faciliter l'obtention de la libération si nous ne faisons pas de notre participation, pas seulement à nous, membres de la déclaration commune du 31 mars, mais à tous les partis politiques du Mali. Et on les a pris dans un domicile privé, contrairement à la loi, pour les disperser entre 3 prisons du Mali. Nous avons dit, bon, comme ce décret liberticide, le gouvernement est revenu là-dessus, alors, en conséquence, il faut les libérer. S'ils sont libérés, nous participons. S'ils ne sont pas libérés, par honneur, par dignité, par hauteur de vue politique, nous ne pouvons pas participer à une activité de l'EJ ou de qui que ce soit tant que nos camarades sont en prison. C'est pourquoi nous sommes venus, c'est pourquoi nous sommes sortis. Nous avons par respect pour l'autorité indépendante répondre d'abord à leur appel. Aussi venir leur dire et dire à l'ensemble de la classe politique que nous avons des leaders politiques qui sont derrière les barreaux. Parce que justement, ils voulaient se battre ensemble qu'on puisse sortir de la situation. C'est une ouverture de discussion pour faire en sorte que l'ensemble des leaders soient avec nous. Oui, ça c'est quelques réactions. Maître Moustapha Cissé, Djigiba Keita PPR, et puis Dr Mamadou Konaté, et puis aussi Youssouf, Dr Youssouf Diawara du parti Yelema. Oui, Birama Traoré, qu'est-ce que vous avez compris de ces échanges-là? Est-ce qu'on peut parler de dialogue de sourds pour l'instant? C'est la politique pure, c'est comme ça. Quand vous dites que c'est la politique pure, pourquoi vous dites ça? C'est la politique pure parce que, vous savez, depuis un certain temps, on a essayé de faire comprendre que des mesures qui sont prises, qui sont considérées par un certain nombre de personnes, notamment des acteurs politiques, comme des mesures restrictives, pour ne pas citer le monsieur, des mesures liberticides, ne sont pas quelque chose qui vont aller dans le bon sens. Après tout, nous sommes dans une démocratie. Il faut laisser les gens s'exprimer dans le respect, dans la courtoisie républicaine. C'est ce qui nourrit et voilà, le débat politique. Et c'est ce qui fait même la force même de l'essence du paysage politique. Mais malheureusement, bon, ceux qui sont en responsabilité estimaient aussi également que c'était voilà, une menace pour l'ordre public. Il y a eu des arrestations que la classe politique conteste. Bon, suite à cela, il y a l'EJ qui demande aux partis politiques une rencontre et en substance qui laisse entendre qu'elle est prête pour les élections, qu'elles ont des nouveaux locaux, elles ont suffisamment de matériel adéquat, la révision de la liste électorale, la révision du fichier électoral et que
malheureusement, si les partis politiques, des acteurs politiques qui viennent de s'exprimer sont dans leur rôle, ce serait incompréhensible, voire même de l'indignité politique pour tous ces acteurs politiques, parce qu'il ne s'agit pas d'un seul homme politique, il s'agit quand même de plus d'une dizaine de personnes qui sont des responsables des partis politiques qui sont considérés comme faisant partie des premières forces politiques qui ont eu à gouverner ce pays, qui sont derrière le barreau. S'il faut quand même participer à cette élection, une élection quand même se veut inclusive, et se veut libre et transparente, et que dans ces conditions, les partis politiques estimaient tout simplement qu'on ne peut plus parler d'inclusivité, de transparente, et que certains même estiment que c'est sciemment fait, qu'il fallait trouver un moyen de mettre des acteurs politiques qui sont considérés comme des poids lourds derrière le barreau, et à ce moment-là, laisser les champs libres à des forces politiques qui sont considérées comme proches au régime de la transition. Moi, je pense que les autorités de la transition ont intérêt, à la fois pour elles-mêmes, pour le bon fonctionnement du processus électoral, de trouver tous les moyens possibles de libérer ces partis politiques afin que chacun d'entre nous... La semaine dernière, M. Ndim disait que même s'il ne serait pas contre la candidature du président de la transition, tout ça, ce sont des options parce que tout le monde veut un climat politique apaisé. C'est pourquoi les gens partent jusqu'à dire qu'ils ne seraient même pas contre la candidature du président de la transition. Pour autant, il faut qu'on le dise aussi. Si on veut aller dans ce sens-là, il va falloir que tout le monde se batte à armes égales, à savoir la libération des partis politiques, des acteurs politiques de premier plan qui sont derrière le barreau. Donc pour vous, il faut des concessions de part et d'autre, des concessions politiques, absolument, des politiques. Absolument, absolument. En tout cas, ceux qui sont aux responsabilités, c'est leur premier rôle. C'est de leur responsabilité de trouver le moyen pour que le climat politique soit apaisé. En tout cas, si on veut aller à une élection suite à 4 ans de transition, où il y a eu beaucoup de tensions politiques, si on veut aller à une élection crédible, transparente et inclusive, ça n'est pas dans ces conditions quand même. Il faut libérer les acteurs politiques. Okay. Issa Kogim, vous n'étiez pas à cette rencontre, hein. Je ne vais pas vous demander pourquoi, mais déjà la position de vos camarades qu'on vient d'écouter, est-ce que vous comprenez la démarche qui suspendent leur participation jusqu'à la libération? Moi, je suis très mal à l'aise, parce que j'ai beaucoup appris dans ce monde politique. Il faut éviter de se faire trop d'adversaires inutilement, parce que il y a tellement, c'est comme un peu de la météo, quoi. Les relations sont conjoncturelles, circonstancielles. Les gens sont un peu, je dirais, dans la communication. D'abord, l'EJ n'est pas l'autorité à faire les élections, contrairement à ce que les gens pensent. C'est autorité à organiser. Mais la décision de faire les élections, c'est la volonté du pouvoir, l'exécutif, l'administration territoriale. Alors, je ne peux pas comprendre qu'on met les charrues avant les bœufs. D'abord, vous défilez devant l'EJ pour aller protester. Non, ce n'est pas à l'EJ que vous allez protester. Votre ministère de tutelle, notre ministère de tutelle, c'est le ministre de l'administration territoriale. C'est le ministre de l'administration territoriale sous l'autorité du gouvernement, parce qu'il est membre porte-parole du gouvernement, il est quand même le premier responsable qui est chargé des questions de l'administration et des partis politiques. C'était à lui d'appeler les partis politiques pour dire voilà la nouvelle architecture pour aller aux élections. Parce que c'est des élections, il s'agit. Ça, tout le monde l'a compris. Maintenant, le timing, le tempo, c'est pas l'EJ. Comment vous pouvez aller vous défiler, excusez-moi l'expression, devant l'EJ? C'est pour ça que j'ai dit, mais souvent, il faut savoir, même moi qui suis, je ne vais pas dire un débutant politique, je ne vais pas à ça. Il faut se faire respecter. Il faut se faire respecter. Pour vous, elle n'était pas non, mais non, ça n'en valait pas la peine. Ce n'est pas l'EJ qui a pris les partis politiques. Ce n'est pas l'EJ qui les a interpellés. Ce n'est pas l'EJ qui exécute les décisions. Donc c'est un organe de travail qui est là seulement pour faire un travail. Mais celui qui travaille avec les partis politiques, c'est l'administration territoriale. C'est pourquoi j'ai vu un communiqué de l'administration territoriale qui convie les partis politiques le mardi à un dialogue. Donc je félicite vraiment cette dynamique qui est quand même à un niveau où les partis politiques pouvaient dire
notre interlocuteur, ce n'est pas le Lège. Mais ils sont allés faire de la communication. Bon, moi, je pense que je ne m'associe pas à ça. Oui, je vais vous relancer. Parce que, allez-y. Oui. Parce que c'est moi aussi, mon étonnement, c'est que ces partis politiques, vous le dites, je ne réponds pas à votre expression, qui défilent pour vous devant Lège, mais ces partis-là n'ont pas véritablement sorti l'artillerie de route pour réclamer la libération des camarades. Bon, vous savez, moi j'avais dit ça à une vidéo, ça fait un peu sur les réseaux sociaux, mais je ne vais pas revenir sur cette expression parce que chaque média a ça quand même son profil. Vous dites que vous n'apprêtez pas mon expression, ça je comprends. Vous êtes dans votre rôle d'être équidistant et de poser des bonnes questions dans la courtoisie. Écoutez, on est des Maliens. Quand on parle de ces partis politiques, mais ces entités en tant que telles, aucun des leaders n'a fait une communication. Les 11 arrêtés, je les connais tous. Il n'y a pas un, à part 3, 4, qui sont chefs de partis politiques. Et c'est des partis politiques naissants. Mais vous avez certains responsables des partis importants. Notamment l'un des vice-présidents et secrétaire général de l'ADEMA. Ils sont quand même d'un parti important qui est l'ADEMA, mais l'ADEMA n'a pas fait un communiqué officiel. Ça, c'est très important. Il faut savoir lire entre les lignes. Vous avez, comment on appelle ça, RPM, qui a son vice-président, qui faisait partie de la région, n'ont pas fait un communiqué. Alors, ceux qui viennent dire qu'au nom de tous les partis politiques, qui les a mandatés pour dire que tous les partis politiques ne vont pas aller à une rencontre? Non, on ne peut pas parler au nom de tous les partis politiques. Maintenant, moi, je suis heureux qu'il y ait des mesures d'apaisement. Je suis pour la libération de ces politiques, parce qu'ils ont été arrêtés sur des questions politiques. Et si la décision veut qu'on aille à des élections, il faut forcément les libérer. Et ça, je suis d'accord. Maintenant, puisque le dossier est déjà judiciarisé, mais le pouvoir a les moyens, parce qu'à tous les moyens, moi je pense que la rencontre d'après-demain me semble plus opportun d'aller dire au ministre de l'administration territoriale, en dehors des caméras, dire que bon voilà, si vous avez un chronogramme des élections, ça veut dire que quoi? L'appel de 31 n'est plus cohérent. Parce que nous avons dit que nous avons acté la fin de la transition. Nous avons demandé une nouvelle architecture de transition. Et sur la base de ça, si vous venez de réclamer seulement la libération de détenus pour discuter, donc vous êtes d'accord que vous êtes en phase avec la transition. Donc on peut considérer que cet appel-là est déjà mort. Okay. Il est mort parce que l'appel consistait à dire qu'on n'est plus d'accord. Et si on est d'accord maintenant de discuter à l'administration, soyons réalistes. C'est ce que je disais la semaine dernière, qu'il faut être réaliste. À un moment donné, il ne faut pas se laisser embrigader par ce que les gens pensent. Je pense qu'aujourd'hui, la transition a le pouvoir, c'est un fait, mais là où nous ne sommes pas d'accord, ils n'ont pas une légitimité pour essayer d'engager le peuple à long terme sur des questions qui engagent la vie de la nation. Donc maintenant, les autorités de transition ont compris qu'il faut aller à des élections. Maintenant, c'est aux partis politiques de se regrouper, de parler de même voix. Par exemple, au lieu d'aller se défiler individuellement, qu'est-ce qui empêchait de nous appeler tous qu'on dégage une plateforme de revendication? Mais ils vont aller faire de la communication à notre ainsi et penser nous embobiner dans ça. Je suis désolé. Oui, docteur Amadou Touré, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'Issa Diom appelle la communication des partis politiques? Bon, en réalité, moi-même, je ne partage pas ce qui se faisait devant Lège parce que ça nous rappelle un peu la structure ou les structures politiques au Mali. C'est-à-dire que c'est des structures politiques qui n'ont... Le jeu est peu solitaire. Le jeu est peu solitaire. Le manque de cohérence, la politique de la chaise vide n'a rien apporté. Donc pour moi, ils devraient rester et participer à cette activité de Lège tout en revendiquant. Et aussi dire qu'ils ne vont pas participer jusqu'à la libération d'un dossier qui est au niveau de la justice. Et c'est l'erreur. Est-ce que le jeu peu solitaire des partis politiques à ce niveau se pose parce que nous avons vu des partis politiques qui ont participé, qui ont donné leur quitus. Donc cela veut dire que si ils ne participent pas, d'autres participent. Donc ça montre entre les partis politiques qu'il n'y a pas de leadership, de vision, de cohérence. Et de leadership, de vision, de cohérence pour dire que les partis politiques sont très peu solidaires entre eux. Que seuls les intérêts contre les idées qu'ils défendent. Et aussi, qu'est-ce qu'on constate de 91 à nos jours? Ces partis politiques n'ont pas investi au sein des partis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas investi dans les militants. Donc pour dire que la refondation du Mali passe par la refondation des partis politiques. Parce que les partis politiques ont reçu assez de fonds
pour pouvoir se former et former les militants sur les projets de société. Je vous donne un exemple, l'exemple du Sénégal avec le président Sonko et son ami. On avait empêché à tout pour que Sonko puisse se présenter. Il y a donné la possibilité à Diomaye Faye de se présenter. Donc c'est pour dire que si vous refusez de participer aux activités de l'EJ, les partis politiques qui vont participer vont certainement décider contre vous. Et par rapport à la rencontre qui aura lieu demain, le mardi, avec le ministre sur la question de la paix et de la réconciliation, moi je suis d'avis que, compte tenu des œuvres sociales du président de la transition, ils peuvent aussi engager un dialogue social sous fond de cohésion sociale. Parce que, comme on l'a dit, il n'est pas facile à ce jour d'aller vers plus de tensions, plus de grogne sociale. Or, les partis politiques n'ont rien à faire que de la politique. Mais ces 11 ont été arrêtés par la justice. Donc, ces militants peuvent aussi participer aux activités tout en défendant leur cause, parce que la politique de la chaise vide n'a rien à apporter. Ok. Badou Escobar, sur ce dialogue du sourd entre les partis politiques et puis l'EJ. Oui, en tant qu'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, en tant que praticien du droit, en tant que président de la CENI, Maître Moustapha Cissé a été un peu plus clair. Il dit que l'EJ, ce n'est pas un tribunal. Il dit que l'EJ ne peut pas interférer dans les affaires judiciaires. Et ça, c'est une vérité absolue. Il dit que ce que l'EJ peut faire, l'EJ peut intervenir autrement pour apaiser le climat social. Mais ce faisant, par rapport à la tenue des élections, il a été critiqué que l'EJ est prête. Maintenant, la balle est dans le camp du pouvoir, comme l'a dit Kaoudjoun. Maintenant, le défilé de mode de ces quelques leaders politiques a surpris tout le monde. Ce n'était pas la manière. Peut-être que c'était une façon de faire une communication pour attirer l'attention de la communauté internationale, mais le lieu n'était pas approprié selon mon point de vue, parce qu'on est tout autour de cette table pour dire la vérité, rien que la vérité, prêcher la bonne parole. Donc moi j'ai dit tout simplement qu'ils ont raté le coach. Ils auraient dû peut-être attendre la rencontre du mardi pour pouvoir s'exprimer en toute liberté. Maintenant, s'ils font la politique de la chaise vide, comme l'a dit le docteur Touré, c'est eux qui vont perdre. Les partis politiques qui vont participer aux différentes activités, c'est ces partis politiques naturellement qui vont venir au pouvoir. Et quand ces partis politiques vont venir au pouvoir, et ils vont rester encore dans l'opposition et ils seront encore plus aigris. Donc moi je ne souhaite pas cela pour eux. Donc c'est pourquoi je leur demande vraiment de mettre balle à terre. De toutes les façons, nous sommes dans un état démocratique, nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état où le social prime. Donc il y a plusieurs façons d'intervenir pour qu'on puisse libérer les leaders politiques. Quand même, parmi eux, il y a des leaders politiques de renom comme Moustapha Dukou, qui est un ancien ministre, et Maître Mohamed Bachili, quand même, c'est un ancien ministre. Je crois que tous les ingrédients se réunissent pour qu'on puisse trouver une solution à l'amiable. Je ne vais pas interférer dans les questions de justice parce que Maître Touré est toujours en embuscade, donc je ne vais pas interférer dans les affaires de justice. Maître Touré. Donc c'est pour tout simplement dire qu'on peut trouver une solution, mais l'EJ, encore une fois, n'est pas le lieu approprié. Et pour terminer, le président de l'EJ l'a rappelé, il dit que la finalisation du fichier électoral est presque terminée, et il a dit que les démembrements ont été mis en place, et les 8000 membres ont été presque mis dans leurs droits, et la logistique, et le personnel, donc, tout est déjà fait prêt pour la tenue d'élections crédibles transparentes. C'est le souci de tout Malien. Dernière question là-dessus. Si vous permettez, juste un point. C'est-à-dire qu'il faut suivre la logique des choses. Nous voulons tous un climat politique apaisé. Nous voulons un pays stable pour tous. C'est dans l'intérêt de tous. En fait, le regroupement des partis politiques de la déclaration du 31 mars, c'est ça, hein, de la déclaration du 31 mars, n'ont pas participé au dialogue national inclusif. Parce que M. Djim vient de le souligner tout à l'heure, parce qu'ils estimaient que la fin de la transition... Oui, c'était le dialogue intermalien. Voilà, le dialogue malien. Il n'avait pas participé. Voilà. C'était le dialogue intermalien parce qu'ils estimaient qu'il fallait faire un constat sur la fin de la transition. Mais là, la communication, elle est importante. Ils sont allés répondre à une invitation de l'EJ, qui est quand même un partenaire des partis politiques, de la classe politique. Donc, pour dire à l'EJ que vous voulez faire un travail irréprochable, vous voulez une élection inclusive, mais seulement il y a un problème, parce que quelques-uns de vos partenaires sont illégalement détenus selon leur compréhension, sont politiquement détenus. Donc, pour ce faire, on ne peut plus continuer à travailler non seulement avec vous, l'EJ, mais avec toute autre
organisation. Donc c'est pour dire qu'à l'avance, ils ne seront pas présents. Ils ne seront pas présents à la rencontre qui a été conviée par le ministre. Mais maintenant, ce qui concerne entre les membres même de la déclaration du 31 mars, comme M. Dioum vient de le suivre, ça c'est une cuisine intérieure. Nous n'allons pas interférer là-dessus. Je pense que ça sous-entend qu'il y a des tensions. Et pour pouvoir en tout cas peser dans le débat, dans la balance politique, il va falloir que vous parlez d'une seule voix quand même. Je me sens interpellé. Écoutez, moi je pensais qu'il faut qu'on sorte de langue de bois. J'avais dit ici à plusieurs occasions, avant même qu'il y ait cette convocation de l'EJ pour qu'ils viennent défiler, de solliciter la libération de nos amis politiques. Pour le principe, tout le monde est d'accord. Vous l'avez rappelé à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Donc ça, c'est vraiment politiquement correct. Maintenant, j'ai dit, il faut être cohérent. Je suis un buveur de lait quand même. Je ne veux pas être prétentieux. Nous avons signé à visage découvert dire que la transition, nous avons acté la fin et que nous exigeons une nouvelle architecture de transition. C'est ce qui a valu la suspension des partis politiques. C'est sur la base de ça que le gouvernement a estimé que cette rencontre était de nature, etc., pour les prendre en réunion. Maintenant, quoi que l'on dise, le motif est politique. Maintenant, la question fondamentale, est-ce que l'appel du 31 est d'accord que la transition est finie? Mais si elle est finie, elle ne peut pas répondre à une convocation de l'EJ. C'est là mon problème. Si cela devrait être le cas, on devrait être tous appelés, dire que bon voilà, on avait dit qu'on n'est pas d'accord avec la transition et qu'elle est terminée et qu'il faut une nouvelle architecture politique. Nous n'avons pas participé au DIP, donc ça ne nous engage pas en tant que tel. On devrait se réunir puisque la suspension est levée pour essayer de harmoniser, avoir une position et faire une conférence de presse pour répondre que nous ne répondons pas à l'EJ parce que. Ça là nous rend crédibles aux yeux même de l'opinion. Parce qu'on ne peut pas continuer à croire que les gens sont vraiment à cette école de cacher sous la table. Non, il faut qu'on se dise les choses clairement. Parce que si on est un leader politique, on ne doit pas, comment on appelle, embrigader son esprit, mais il faut tenir un langage courtois, poli et conforme au respect des autres, mais il faut tenir un langage quand même cohérent. Donc moi je pense que pour répondre à M. Traoré, ce n'est pas, j'ai pas un problème de principe de participation. Parce que moi, j'ai évolué sur la question. Pour moi, je suis dans une dynamique d'être réaliste. Oui, et sauf que quand vous appelez au réalisme, parce que, compte tenu du contexte actuel, et que pour autant, vous dites qu'il fallait ne répondre à aucune convocation, et finalement, c'est quoi le compromis alors? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'appel du 31, j'étais signataire. Si l'appel du 31 devrait agir, il devrait avoir... C'est-à-dire que nous avons fait ensemble, on devrait se réunir, dégager une démarche commune. Si on devrait participer, ça allait d'abord... C'est pourquoi je parlais... Non, écoutez-moi. Écoutez-moi, c'est ce que j'ai dit. Donc maintenant, là, il ne peut pas aller chaque fois engager le nom de tout le monde sans concertation. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je parle de cuisine interne. Pour Isaac Oudjima, les acteurs du 31 sont déviés des objectifs de départ, voilà, sans concertation avec les autres acteurs, c'est ça, non? On a signé ensemble? Oui. Bon. On continue. Il faut reconnaître que le pouvoir, en acceptant de lever la suspension des activités des partis politiques et autres associations à caractère politique, a fait quand même preuve de bonne foi. Et donc, les signataires du 31 mars pouvaient profiter de cette preuve de bonne foi pour faire preuve de pragmatisme et participer aux différentes rencontres qui ne sont pas en rapport quand même avec la justice. Parce que aller à l'EJ, boycotter la rencontre de l'EJ pour protester, ça n'enlèvera à rien le rôle de l'EJ. Parce qu'il me semble qu'il voulait que le président de l'EJ, Maître Moustapha Cissé, appelle le ministre de la Justice. Alors, monsieur le ministre, il faut libérer les 11. Mais il ne peut pas le faire. Ce n'est pas son rôle. Lui, le président de l'EJ, il n'est pas un procureur. L'EJ, ce n'est pas un tribunal. Donc, soyons cohérents et soyons pragmatiques. Oui, on va suivre ce dossier de près, voilà, et puis les rebondissements. Et si les acteurs du 31 mars souhaiteraient aussi intervenir pour nous expliquer leur démarche, et ce serait avec plaisir que nous les recevons sur ce plateau. Et quatrième et dernier thème de l'émission, cette émission, c'est l'arrestation de Youssouf Daba Diawara, qui est en prison, le coordinateur de la CEMAS. Docteur Amadou l'héritier de Kaoudjib Touré, Docteur Amadou Touré, donc ça c'est
c'est l'un des lieutenants de l'imam Mahmoud Diko qui se trouve en prison. On ne connaît pas encore et les charges tenues contre lui. Donc tout à fait, mais ça en dit long sur les phénomènes socio-anthropologiques et politiques du Mali. Ami hier et ennemi aujourd'hui, donc cela veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas marché. Donc moi je peux dire que cette arrestation est en réponse au probable retour de l'imam et la fermeté du gouvernement à ne pas faire des cadeaux, c'est-à-dire qu'à l'imam et à tous ceux qui sont proches de l'imam sur cette question. Donc, comme je l'avais dit, c'est des phénomènes socio-anthropologiques parce qu'on a vu que l'imam et les membres du M5, aussi bien que les militaires, étaient des amis d'hier. Et aujourd'hui, en politique, sont des ennemis. Donc, cela montre qu'il y a quelque chose qui se pose ici, c'est la question de la sincérité et la nature des relations entre les politiques et les hommes politiques. C'est-à-dire, quand il s'agit de se réunir, ils peuvent se réunir, mais quand il s'agit de gérer, là, les tensions et les intérêts font face. Donc, concernant l'arrestation de M. Diawara, comme c'est un dossier judiciaire, mais comme je l'ai toujours dit, comme le président de la transition, au-delà des œuvres sociales, peut aussi entamer un dialogue social sous fond de cohésion sociale pour baisser la tension sociale, libérer tous ceux qui peuvent les libérer au nom du Mali, au nom de la stabilité, comme nous sommes déjà dans l'élaboration de la charte pour la réconciliation, faire de la cohésion sociale. L'union des Maliens, l'union sacrée autour de la transition. Ok. Issa Kawdjib. Écoutez, moi je suis très gêné. Je sais que beaucoup attendent ma réponse. C'est vrai que j'ai été le coordinateur général, membre fondateur, même titre que... Si la relation peut nous montrer une photo du coordinateur actuel de la CEMAS, oui, Youssouf, c'est lui, allez-y. Donc, au même titre que celui que vous venez Vous le connaissez bien, Youssouf Daba Diawara. C'est le fils à l'ancien ministre Diawara. Daba Diawara. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans des questions vraiment très embarrassantes et gênantes. Vu ma nouvelle posture, j'estime que globalement la réponse que je peux trouver, je trouve que le mot ennemi est fort. Peut-être que des adversaires politiques, oui, je préfère ce terme, est plus approprié. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on attend tous la conclusion du rapport qui doit être soumis à l'appréciation du président de transition sur la base du dialogue intermalien. Moi, j'avais toujours dit, c'est ma position, que le président aujourd'hui doit avoir une politique de rassemblement, d'apaisement pour la concorde. Je pense qu'on peut s'inspirer du cas sénégalais, même si comparaison n'est pas raison, à un moment critique de tensions extrêmes au Sénégal, à la veille des élections. Je crois que Macky Sall a eu la sagesse d'initier une loi d'amnistie pour permettre à tous les hommes politiques de recouvrer leur liberté et de compétir librement et de retrouver leur liberté. Moi, je pense que la meilleure façon de cette dynamique, sans rentrer dans des questions de personnes qui, quoi, comment, je pense que c'est le président qui apprécie, mais de mon point de vue, je pense que cette démarche permettrait vraiment d'avancer positivement et sereinement et pour permettre aussi de créer des conditions à des élections futures apaisées, inclusives. Donc moi, je pense qu'une loi d'amnistie peut régler la question globalement. Ok. Oui, elle plaide pour une loi d'amnistie pour tous les prisonniers politiques. Badou Escobar, vous, sur la mise sous mandat de dépôt de Youssouf Daba Diawara. Oui, sauf que Youssouf Daba Diawara ressemble beaucoup à l'imam Mahmoud Diko. Moi, j'ai un souci. Parce que quand il s'agit de questions judiciaires, je préfère rester sur mes gardes. Mais bon, avec la dissolution de la CEMAS, vous savez que la politique a ses raisons quand la raison elle-même ignore. Hier, c'était le grand M5 dont les leaders étaient les Kawdjim et autres. Et le M5, d'après Kawdjim, est mort de sa belle mort. Donc moi, je me dis, avec la suspension hier des activités des partis politiques, il devait quand même faire preuve de prudence parce qu'il a peut-être participé à une manifestation. Je crois que Yeri beaucoup l'a appris à ses dépens parce que Youssouf Daba Diawara, il faut rappeler que c'est un ami. Donc on prend du thé ensemble chaque soir. Donc moi, de mon point de vue, il a été peut-être un peu trop, il a été un peu imprudent. Donc il aurait dû peut-être respecter les consignes à la loupe. Vous savez que quand on est dans un pouvoir d'exception, il faut faire très très attention, il faut faire preuve de prudence. Nous, on n'a pas souhaité la prison pour lui, nous souhaitons qu'il
qu'il soit libéré très très prochainement. Et je pense que nous avons confiance en notre justice. La justice fera correctement le travail pour qu'il soit libéré. Mais ce qui est sûr et certain, nous sommes à une période de transition où il faut faire extrêmement attention. Et pour rappeler aussi que les arrestations ne sont pas la solution. À partir du moment où Kaoudim parle de réconciliation, Kaoudim qui était un extrémiste parle de réconciliation aujourd'hui, vraiment il faut réconcilier les cœurs et les esprits. Je pense qu'il faut essayer de voter une loi d'amnistie, faire en sorte que les leaders politiques qui sont à l'étranger puissent revenir, ceux qui sont en prison puissent être libérés, s'ils ont détenu qu'ils la remboursent. Vraiment qu'on aille vers une véritable réconciliation nationale pour que les futurs échéances électorales soient une fête. Parce que généralement les élections au Mali, d'après Alpha, c'est des atmosphères de fête. Donc c'est des lieux de retrouver une communion, il faut une communion entre l'ensemble du peuple malien. Et je pense que le président de la transition, chef de l'État, qui aujourd'hui préside aux destinées du Mali, aura la sagesse vraiment de comprendre notre message, faire en sorte que vraiment les Maliens soient réconciliés pour que vraiment nous puissions sortir de ce mauvais pas. Personne n'a intérêt à ce que cette situation continue. Oui, Birama Traoré. Oui, je pense que ça a toujours été, en tout cas, un des mots des acteurs politiques, parce que ce qu'on leur reproche, c'est d'opposition à l'autorité légitime. À partir du moment, quand même, une décision d'une autorité est prise, on n'a pas d'autre choix, soit d'attaquer la décision à travers les voies légales qui s'imposent, soit de s'y soumettre. C'est comme ça on construit une cité, c'est comme ça on construit un État responsable. Et surtout ceux et celles qui sont appelés à travers le concours du pouvoir à diriger également la cité ou des responsabilités publiques. Pour ce faire, c'est pourquoi moi d'ailleurs, au moment où on avait suspendu les activités des partis politiques et des associations à caractère politique, moi tout de suite, je voulais tout de suite que les partis politiques saisissent quand même la Cour suprême pour faire la différence entre le régime et l'État. En faisant, à travers des arguments, il y a un certain nombre quand même des conseils judiciaires, des conseils juridiques quand même qui sont membres de ce parti politique pour s'inscrire toujours dans la voie républicaine, dans la voie de la légalité. Et pour ce faire, donc là, opposition à l'autorité légitime, personne ne va quand même, au-delà même du fait du cas de Mahmoud Dicko, personne ne va quand même encourager de telles pratiques dans notre pays. Mais chacun d'entre vous a souligné un point, c'est d'aller toujours vers l'apaisement. Et je pense que les autorités de la transition en sont conscientes. C'est elles qui en ont le clé, c'est elles qui en ont le pouvoir d'aller vers cet apaisement, d'aller vers... et trouver des solutions pour qu'il y ait ce climat politique apaisé pour l'ensemble des citoyens et surtout pour l'ensemble des acteurs politiques. Allons vers l'apaisement. C'est avec cette transition de Birama Traoré que nous allons ouvrir la rubrique, la dernière rubrique de cette émission, la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Dernière ligne droite de cette émission avec la rubrique coup de cœur, coup de gueule, la partie où nos invités font l'actu. Docteur Amadou Touré. D'accord, comme d'habitude, nous allons souhaiter bonne organisation de la Biennale 2025 à la région de Tombouctou. Voilà, donc, Tombouctou, ça serait quand? En janvier 2025. Janvier, je pense qu'il y aura une forte délégation. Oui, Kaoudim va présider notre délégation. Donc, l'espère bien. Donc, aussi par rapport au coup de cœur, nous souhaitons une bonne organisation à la commission d'organisation, à tous les membres. Et aussi, comme coup de cœur, nous saluons les actions entreprises par la SOMAGE pour l'extension de la deuxième station d'eau pour desservir la ville en eau. Comme coup de cœur, nous avons toujours les difficultés pour les populations de Tombouctou de rallier les autres localités. Nous avons les difficultés d'approvisionnement en électricité de l'hôpital de Tombouctou. À cela s'ajoute la résilience des jeunes qui ont été inscrits au niveau de l'ANP en 2023. Ils attendent toujours leur réinsertion. Donc c'est pour dire que nous soutenons la jeunesse résiliente du Mali. Ok, vous avez fait un coup de cœur et un coup de gueule, c'est ça, non? Tout à fait. Ok. Badou Escobar.
Bon, moi, mon coup de gueule, puisqu'on fait partie des pays de l'AES, mon coup de gueule va à l'endroit des populations de Djibo, parce que le samedi, il y a eu une grande manifestation pour dénoncer l'insécurité, pour interpeller, entre guillemets, le capitaine Kakao, pour lui faire savoir que ça ne va pas. Donc, mais je retire le mot. Je retire le mot. C'est le président. Oui, c'est le président de la tranche chef de l'État. Je m'en excuse. C'est un abus de langage. Je m'en excuse. Donc, pour Djibo, et j'en profite pour demander aux pays frères du Burkina, le Mali et le Niger, surtout le Mali, vraiment de soutenir ce peuple frère, surtout que nous avons un ministre de la Défense et des anciens combattants très discret, très efficace. J'attire son attention sur ça. Il s'agit du colonel Sadio Kamara, que moi j'appelle souvent Moshe Dayan. Je le qualifie souvent de notre Moshe Dayan. Ensuite, du chef d'état-major général des armées, que je qualifie souvent du général Diop. Il s'agit du général Keba Sangaré, vraiment, qui s'associe pour que ces pays frères puissent connaître le maximum de stabilité. Donc ça, c'est le coup de gueule. Maintenant, par rapport au coup de cœur, nous continuons toujours avec les coupures d'électricité, mais je rappelle quand même qu'il y a eu une légère amélioration dans notre secteur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut être présent. Il y a eu une légère amélioration quand même. Combien de jours? Et depuis 3 ou 4 jours, il y a une légère amélioration, parce que l'électricité vient la nuit 2 fois. J'ai fait ce constat, parce que quand il y a coupure, je me réveille, mais quand l'électricité vient, je dors. Donc ça, j'ai remarqué ça. Donc, et nous souhaitons que vraiment cela continue pour que les activités économiques puissent reprendre. Parce que les activités économiques, quand même, c'est le nerf de la guerre. D'accord. Birama Traoré, pour votre coup de cœur. Moi, je n'ai qu'un coup de cœur. Hein. C'est toujours un appel à l'endroit des autorités de la transition. Chaque année, à la veille de l'hivernage, ou sinon pendant l'hivernage, la route Yelimane-Kaï, elle est coupée. Donc, c'est la seule route qui permet aux habitants, plus d'une centaine d'habitants, qui permettent de se ravitailler à travers la ville de Kaï. Donc, c'est de prendre des mesures pour que les populations encore puissent ne pas connaître encore cette quelle route? La route, rappelez-nous la route Kaï-Yelimane. Ah, ok. Kaï-Yelimane. Pour Touré, c'est Tombouctou, pour vous, c'est Yelimane. C'est Issa Koudjoub seulement qui ne parle pas très souvent de Nioro du Sahel. On sait qu'il est très attaché à cette ville. Oui, allez-y, oui. Soit c'est des ponts qui sont totalement cassés, oui. Et soit c'est le pluie diluvienne qui remporte même des bonnes parties des routes, ce qui fait que nous sommes obligés totalement de rester pendant des jours sur la route, ce qui entraîne beaucoup de difficultés, des souffrances des populations de Yelimane. Donc j'en appelle aux autorités de la transition de prendre toutes les mesures nécessaires pour pallier à cette éventualité qui est de toute façon certaine. Ok, Issa Koudjoub. Merci, l'infatigable journaliste. Moi, je commence d'abord, j'ai 2 coups de cœur. D'abord, vraiment, le monde de la culture. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, le vendredi, un grand artiste, un maestro, qui vraiment, Toumani Diabaté, qui a fait la fierté du Mali, de l'Afrique, et qui a rehaussé l'une de notre culture, qui est la Kora, et vraiment, qui vient de partir avec honneur, parce qu'il est parti avec beaucoup je dirais beaucoup d'honneur, parce qu'il a plusieurs fois eu des titres à des niveaux très élevés. Voilà, plus de 3 fois, je pense, si je m'abuse. Donc, d'autres récompenses et d'autres trucs. Il a été vraiment magnifié, honoré. Et ça, c'est une perte immense, mais vraiment, ça montre jusqu'où le Mali a une culture forte, une culture qui peut contribuer à ce que nous voulons tous, apaiser et puis aussi avancer, et vraiment de prendre ça en compte. Je pense que je me joins à tous ceux, à toutes celles, pour présenter notre condoléance à ce grand monsieur qui vient de cet illustre homme de culture, qui était aussi vraiment revendiqué par le ministre, qui était un homme de cœur, un homme aussi très social. Donc vraiment, je me joins à vous, à tout le monde, pour dire que vraiment, vive Toumani, vive la culture, et que son âme repose en paix. Maintenant, 2e coup de cœur, je ne vais pas être long. Je pense que aujourd'hui, tous les Maliens sont d'accord qu'aujourd'hui, cette nouvelle posture des autorités de transition pour qu'il y ait un dialogue, nous encourageons, nous nous félicitons. Je pense que le plus important,
c'est d'aller à l'apaisement, c'est que nous puissions réussir des élections apaisées et pour que le Mali puisse retrouver sa place dans le concert des nations. Et je pense que c'est vraiment un coup de cœur pour accompagner ce processus. Et je pense que la rencontre de mardi, si Dieu le veut bien, j'y participerai parce qu'il est bon vraiment de dire ce qu'on pense à qui de droit. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Coup de gueule, je pense que période d'hivernage oblige, Bamako est sale. Et peut-être que les autres endroits aussi ont d'autres difficultés liées effectivement à l'abondance de la pluie et qui a fait des mesures d'accompagnement pour que la pluie ne va pas aussi exacerber des problèmes que les populations vivent. Parce que quand ils parlent de Yénémané, que je connais très bien, qui est vraiment un cercle très dynamique, que j'ai même dit en offre que Yénémané aurait dû être vraiment une région, vu vraiment son poids dans l'économie. Et donc, si la route Kaï-Yélémané est coupée, vraiment, c'est un handicap très, très sérieux. Et pour ne pas dire qu'à Bamako, aujourd'hui, on vit l'hivernage dans la saleté. Et tout ce que cela peut entraîner comme des maladies hydrides, comme d'autres maladies, et voir les moustiques qui vont nous amener des épidémies de palu. Vraiment, je demande aux autorités de transition de ne pas vraiment laisser faire. Il faut qu'ils interviennent pour qu'on puisse quand même atténuer ces conséquences. Donc, pour finir, vraiment, merci à Djeliba TV qui fait l'actu. Voilà, qui fait l'actu, parce que qui donne l'information professionnelle, mais qui veille à ce qu'il n'y ait pas de l'écart de langage. Oui, c'est pour ça. Merci à vous-même. On est sur un plateau professionnel, Issa Kaoudji. Vous avez dit vous-même que politiquement vous avez grandi, voilà, vous l'avez dit. Voilà, hein? Voilà, okay, merci beaucoup. Merci Issa Kaoudji, qui nous fait l'honneur d'être là. Merci pour sa disponibilité, surtout sa ponctualité. Hein? Là, c'est vraiment une qualité très rare. Hein? Aussi, ça mérite d'être salué. Merci Dr Amadou Touré, enseignant au niveau de l'enseignement supérieur, professeur au niveau de l'enseignement supérieur. Badou Escoba, merci Badou. C'est moi qui vous remercie. Journaliste, directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Birama, j'ai toujours envie de dire docteur, certainement que vous êtes en train de deviner docteur, je ne sais pas. Hein. Sur le point en tout cas. Birama Traoré, merci en politique, chef d'entreprise, merci d'être là, merci de votre disponibilité. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours. Renouvelez le programme de Djeliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 22h, demain lundi à 22h et le mardi à 10h. Cette émission est aussi sur l'ensemble de nos plateformes digitales, YouTube, Facebook. Au revoir et à dimanche prochain à 19h en direct, toujours avec le même plaisir. Au revoir.